pourrais avoir pour les vacances un sujet d'informatique. Je comprends pas très bien de quoi vous parlez, Lucie. Vous voulez un sujet, de type concours ou vous voulez un projet ou des exercices d'informatique? Je comprends pas très bien. Quel est le but? Pourquoi vous voulez ça, en fait? D'accord, oui, c'est une bonne, je vais le noter, je vais voir si je trouve des choses intéressantes à faire. Je comprends. Il y a un site web qui est consacré à ça. Je vais vous trouver ça, heu, qui propose, alors il y a plusieurs, sites. Il y a un site que j'aime beaucoup, c'est le Open Classroom, oui. Open Classroom, très bien, bien sûr, tout à fait. Mais je pensais à des petits trucs qui vous permettent de programmer. Vous tapez le programme et puis, vous pouvez l'envoyer sur le site et sinon ça s'appelle alors attendez, je retrouve le nom, j'ai un petit doute. Il y a un truc qui est très sympa, ça s'appelle le projet Euler. Alors le projet Euler, c'est des petits, je crois qu'il doit y en avoir 200, 250, un truc comme ça. C'est des questions qu'on vous pose et vous devez répondre en programmant quelque chose et donc vous rendrez juste la réponse. Donc c'est des petites énigmes, des casse-têtes, chiffrés et cetera. Et puis, il y a que quand vous arrivez à en faire un que vous passez au suivant. Voilà, c'est le principe. Et vous pouvez faire, on peut se mettre par équipe, on peut se mettre à plusieurs, enfin, il y a des choses rigolotes comme ça. Et puis on avance comme ça et on voit jusqu'où on peut aller. Et ils sont normalement de difficulté croissante, donc c'est assez sympa. Moi, j'avais commencé, j'avais trouvé ça plutôt bien. Il faut avoir un peu de temps, évidemment, parce que c'est de la programmation, donc c'est toujours pareil quand on programme. Si on a un bug, il faut le trouver, donc ça prend un peu de temps, évidemment. Mais c'était pas mal. Je vous mets l'adresse dans le chat. Ça, c'est un truc que j'aime bien. Voilà. Et puis, il y a un autre truc. Alors, attendez. Je ne sais pas si je vais le trouver. Je le chercherai. Je le chercherai. Je prendrai le temps de vous trouver ça. Et donc, ce que j'avais bien aimé, c'est qu'en fait, on peut taper les petits programmes directement en ligne et on voit le résultat tout de suite sur la page web. Donc ça, c'est pas mal. Ça permet en quelque sorte de répondre rapidement aux questions. Je vais essayer de vous trouver ça. Peut-être que je trouverai ça rapidement. Bien, eh bien moi je continue le cours de géométrie aujourd'hui, sauf s'il y a d'autres choses que vous voulez qu'on fasse. Hier, on en était, je ne sais pas si vous vous souvenez du problème que je vous avais soumis hier. Hein, c'était que, je reviens en arrière, bah non, je peux rester ici. Hein, c'était que la définition du produit scalaire, donc c'était U scalaire V comme ça, c'était x, x' plus y, y'. Et comme je l'avais dit hier, hein, la définition du produit scalaire et aussi celle du déterminant suppose de se placer dans la base canonique. Mais on peut vouloir, par exemple, si on étudie ici un triangle ABC, changer de repère. Donc là, par exemple, se mettre dans le repère A, AB, AC. Parce que les coordonnées des points sont bien plus simples et on voudrait faire les calculs justement dans ce nouveau repère. Alors, on peut un peu s'en sortir, mais il y a une limitation. En effet, supposons que, alors je vais me placer dans le plan, mais dans l'espace c'est pareil. Hein. Donc soit O, alors je vais mettre des primes, O', E'1, E'2, un repère orthonormé du plan. Ça marche aussi dans l'espace, il faut juste rajouter un E'3, c'est pareil. Hein. J'ai U, alors U de coordonnées x, y, n'oubliez pas, et V de coordonnées x'. Alors, il ne faut pas que je me trompe avec mes primes, mais ça devrait aller. Y', voilà. Alors, n'oubliez pas, ça c'est dans la base canonique. En quelque sorte, c'est leurs vraies coordonnées. Okay, et puis, je peux également les exprimer dans ma nouvelle base. Donc là, il faut que je trouve une nouvelle expression. Je vais mettre
N oui, c'est la démonstration de ce qui arrive après, en fait. D'accord? En fait, c'est la suite de mon explication. Je continue mon explication, d'accord? Je suis en train de vous dire, le problème de la définition du produit déterminant est qu'on doit se placer dans la base canonique. C'est un problème, hein, et je fais une maintenant c'est une sorte de c'est la démonstration de ce qui suit. Hop, alors c'est la démonstration du théorème de 5, si vous êtes pointilleux sur ce que je suis en train de faire. Voilà. Alors, et donc je suis dans un rapport orthonormé et les coordonnées du coup vont s'écrire alors bon, je peux par exemple écrire alpha E prime 1 plus bêta E prime 2 et puis là alpha prime E prime 1 plus bêta prime E prime 2, d'accord? Donc U scalaire V, c'est x, x prime plus y, y prime. Ça, c'est par définition. Mais je peux aussi calculer à partir de ces expressions-là, d'accord? Je peux faire le produit scalaire ici à partir de ces expressions, il y a aucun souci. Ça fait alpha E prime 1 plus bêta E prime 2, facteur de alpha prime E prime 1 plus bêta prime E prime 2. Et comme le produit scalaire se comporte à peu près comme un produit, je peux développer, réordonner. Ça fait alpha, alpha prime. Alors, une fois n'est pas coutume, mais je vais le faire parce que j'espère que ça va vous aider, je vais mettre des flèches sur les vecteurs, comme ceci. Parce que je voudrais, là, dans ma démonstration, j'ai envie que vous compreniez bien la différence que je fais entre les vecteurs E'1, E'2 et les scalaires alpha, bêta, alpha prime, bêta prime, c'est des scalaires. Donc là, ça fait E'1, E'1, scalaire E'1, plus alpha, bêta prime, E'1, scalaire E'2, voilà, plus bêta, alpha prime, E'2, scalaire E'1, voilà, et enfin plus bêta, bêta prime, E'2, scalaire E'2. Sauf que mon repère est orthonormé. Orthonormé, ça veut dire que les vecteurs sont orthogonaux et leur norme vaut 1. Orthogonaux, ça veut dire que ce truc-là, je vais le mettre en rouge, ce truc-là vaut 0, et ce produit scalaire-là vaut 0 aussi, d'accord? Et puis ça vaut 1, et ça vaut 1. Et donc du coup, si je le calcule, je constate que ça fait alpha, alpha prime plus bêta, bêta prime. Et bien vous voyez, c'est la même forme. Le calcul, hein, c'est la même formule qui permet de calculer. C'est-à-dire, je prends, là, c'est x, x prime, y plus y, y prime, avec x, x prime, y, y prime les coordonnées. Là, c'est alpha, alpha prime, bêta, bêta prime, avec alpha, alpha prime, bêta, bêta prime les coordonnées. Donc, c'est la même expression, comme je l'avais annoncé. Hein, d'accord? Voilà. Donc, c'est ce que je mets en dessous. Dans le plan ou dans l'espace, l'expression du produit scalaire est la même dans toute base orthonormée. Ça va, ça roule? J'espère que vous avez le temps de recopier, parce que je vais passer à la suite. On va faire des petits problèmes aujourd'hui. Je vais d'abord voir rapidement, mais ça vous savez ce dont je vais parler, la notion de norme et de distance, mais vous connaissez ça très bien. Juste quelque chose, ce théorème de 6 là, expression du déterminant dans une base gonale. Pourquoi j'ai mis ça? C'est faux. Écoutez, non, vous allez pas le rayer, vous allez le corriger. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. C'est marrant. Ah, c'est impressionnant, c'est très faux. Excusez-moi, il y a beaucoup d'erreurs. Ça doit être une vieille version ou un truc, pas relu. Donc c'est une base orthonormée et c'est faux. J'ai écrit le déterminant de 2 vecteurs a la même expression dans toute base orthonormée de R2. Alors c'est faux, c'est au signe près. Voilà. Alors on va régler le sort de ce théorème-là. Je vais vous expliquer le voilà, vous le corrigez s'il vous plaît, hein. Alors il n'est pas difficile à démontrer, il est basé, sur, une petite remarque préliminaire. Alors attention, on est dans le plan, hein. Faites attention, ici on est dans le plan, je le souligne parce que le déterminant n'existe que dans le plan, hein, alors que le produit scalaire existe dans le plan ou dans l'espace. Alors il est basé sur une remarque, on remarque que
hein, c'est plus qu'une remarque en réalité. On remarque l'identité suivante, c'est que le déterminant de UV élevé au carré, eh bien, il est égal à U scalaire U plus V scalaire V moins U scalaire V élevé au carré. C'est juste une identité remarquable. Heu, i bon, alors c'est assez fastidieux à faire, mais c'est simple à comprendre. En effet, si je calcule U scalaire U plus V scalaire V moins U scalaire V au carré, si je le calcule, ça fait quoi? Bah, ça fait x carré plus y carré plus x prime carré plus y prime carré moins, et là je mets x prime plus y prime, comme ça, au carré. D'accord? Alors j'espère que je me suis pas trompé. Pardon, je me suis trompé. Je me suis trompé, je me suis trompé, je me suis trompé. Pardon, 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 pardon. C'est pas bien ça, Paul. Elle est où mon erreur? Elle est là. C'est pas un plus, c'est un fois. Mmh, voilà. Excusez-moi. Voilà, et maintenant qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais c'est bon? Oui, bien sûr. Alors bon, la première erreur, c'est bien sûr que c'est dans une base orthonormée, hein, depuis, tout à l'heure, je fais que dans des bases orthonormées. Mais surtout la vraie erreur, c'est ce truc-là, c'est au signe près. C'est un vrai souci, mais je vous en parlerai, plus tard. Je démontre d'abord ce théorème-là, ça va? Alors maintenant, bah, je développe tout mon bazar, c'est parti. Hop, c'est pas avec ça. Alors c'est parti. X carré, x prime carré, plus x carré, y prime carré, plus y carré, x prime carré, plus y carré, y prime carré, voilà. Et puis, ben, ce bazar-là, je le développe, ça fait x carré, x prime carré, voilà, moins 2x, x prime, y prime, comme ça, moins y comme ça, prime carré, OK. Puis il y a des choses qui simplifient, lui avec lui, lui avec lui. Bon, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas m'embarrasser, à tricher. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre le déterminant de UV et je vais l'élever au carré, puis on va voir ce que ça donne. D'accord? Ça fait x, y prime plus, moins yx prime, voilà, élevé au carré, puis bon, vous allez voir, ça marche tout seul. Ça fait x carré, y prime carré moins 2x x prime, y prime, plus y carré, y x prime carré, bah, vous voyez, c'est égal. D'accord? Donc, il y a bien égalité. Voilà. Donc du coup, grâce à cette remarque, bah, vous voyez que cette remarque, signifie que, en fait, je peux déduire le déterminant de produits scalaires. Donc si les formules avec enfin pardon, pas le déterminant, le carré du déterminant, je peux le déduire à partir des produits scalaires. Donc si les formules des produits scalaires ne changent pas dans une base orthonormée, et ben la formule pour le carré du déterminant ne change pas non plus. C'est la même formule en fait. OK? Le problème, c'est que c'est le carré du déterminant, et donc du coup, ainsi, dans toute base orthonormée ainsi, dans toute base orthonormée, eh bien, la valeur absolue du déterminant, et je mets bien la valeur absolue parce que la valeur absolue, bah, c'est la racine carrée du déterminant, au carré comme ça, hein, voilà, à la même expression. Puisque le produit scalaire les produits scalaires ont la même expression. D'accord? Vous suivez mon raisonnement, hein. Mon raisonnement, c'est le déterminant au carré s'exprime à partir de produits scalaires. Dans une base orthonormée, ces produits scalaires ont l'expression que j'ai donnée. Donc lui, ça ne va pas changer l'expression, mais c'est que le carré. Donc comme je prends une racine carrée, bah, ça me donne que la valeur absolue du déterminant. Et le signe, eh bah, je ne peux pas garantir. Je garde ça pour plus tard. C'est simplement, j'ai voulu le mettre si tôt parce qu'on va faire des exercices dans un instant. Heu,
En pratique, c'est pas très gênant parce que ce qui se passe en pratique en pratique, dans toute base orthonormée, U et V sont collinéaires et ça, c'est comme ça c'est pour ça qu'on utilise beaucoup le déterminant, c'est pour la collinarité, hein. Si et seulement si, bah, si et seulement si le déterminant vaut 0, ça c'est le cours, d'avant, hein, il y a pas de souci. Si et seulement si. Alors là, ce qui est sympa, c'est qu'en fait, le déterminant, bah, il va toujours s'exprimer x, y' moins x' y, quelle que soit la base. Il va s'exprimer soit x, y', soit pardon, je n'écrivez pas, hein. Il s'exprime soit comme ça, soit la première ligne, soit la deuxième ligne, quelle que soit la base orthonormée. Mais comme ça vaut 0, ben, si l'un vaut 0, l'autre vaut 0. Donc en fait, je m'en fiche, tout va bien, la vie est belle. Voilà, d'accord? Et donc vous pouvez utiliser cette expression-là dans toute base orthonormée, hein. Relation valable dans toute base orthonormée. Voilà. Alors une fois cet élément vraiment important, détaillé, eh bien, je vais parler rapidement de la distance et ensuite on va, commencer à étudier deux-trois petits problèmes. Vous allez me dire ce que vous en enfin, on va faire des petits trucs, faciles, peut-être que vous connaissez déjà les réponses. Norme d'un vecteur dans le plan ou dans l'espace, le réel U scalaire U, ici, est positif. C'est un réel positif parce que pardon, j'avais un chat dans la gorge, je l'ai toujours. Alors le réel U scalaire U est un nombre, réel positif. On l'appelle le carré scalaire de U. Sa racine carrée, donc racine de U scalaire U, qui s'écrit racine de x2 plus y2 plus z2, donc ça c'est dans l'espace, mais dans le plan, vous retirez juste ce morceau-là. Ben, on l'appelle la norme de U et la distance entre 2 points A et B, qui est la norme du vecteur, AB, bah, du coup peut s'exprimer avec cette formule. Voyons ça, hein. La distance entre A et B, AB, eh bien ça va s'écrire racine carrée de et là je mets les coordonnées, donc c'est xb moins xa au carré plus yb moins yk carré, par exemple si je suis dans, comment dirais-je? Si je suis dans le plan, d'accord? Ça peut paraître compliqué, mais en fait, vous savez, c'est pas très difficile à comprendre. C'est juste, une réutilisation d'un théorème que vous connaissez depuis longtemps, j'espère, qui est le théorème de Pythagore. Hop, hein, c'est-à-dire que quand je suis comme ceci, voilà, là j'ai A, là j'ai B, et bien j'utilise le triangle rectangle que je peux trouver ici. Hop, voilà, hop. Hein. Ici, ce côté-là, il a pour longueur, alors xb moins xa, ça dépend du signe, mais on va dire valeur absolue de xb moins xa. Lui, il a comme longueur yb moins ya, en tout cas en valeur absolue, parce qu'après, je ne sais pas si b est en dessous ou au-dessus de a, d'accord? Et donc, bah voilà, cette distance AB ici, eh ben, la racine carrée de la somme des côtés de l'angle droit. Voilà, de la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Ok, ça se retrouve assez facilement, on l'avait autrement. Ok. Et cette norme-là vérifie, c'est bon, vous y êtes? Je peux avancer un peu? Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein. Et cette norme-là a des propriétés, classiques de la distance. Alors si la norme vaut 0, bah, ça veut dire que le vecteur est nul, hein, et puis si le vecteur est nul, la norme vaut 0. Bon, c'est assez évident, hein. La norme de lambda u, c'est valeur absolue de lambda fois norme de u. Vous l'écrivez, c'est pas très difficile. Et puis vous avez l'inégalité triangulaire, ici, norme de U plus V inférieure ou égale à norme de U, norme de V. Je ne la démontre pas, parce que j'ai déjà démontré, figurez-vous. Heu, donc les 2 premières sont franchement triviales et la dernière, eh bien, je vous renvoie au cours sur les complexes, parce que dans le cours sur les complexes, je l'ai fait. Je l'ai démontré, avec des x2, y2, donc je le refais pas, ça sert à rien. Vous pouvez aller voir. D'accord, dans le cours sur les complexes, il y avait des conjugués, des parties réelles et des parties imaginaires, mais essentiellement, c'est le même calcul et donc je j'ai pas envie de le refaire. Allez, je vous propose une application.
application. J'espère que ça va vous parler un petit peu. Je considère une droite, donc une droite, hop, voilà, une droite qu'on va appeler delta. Je considère un point, hop, un point que je vais appeler F. Et je vous demande, donc F qui n'est pas sur delta, hein, F n'appartient pas à delta, sinon c'est un peu trop bêta. Ah ah. Et je vous demande quel est l'ensemble des points équidistants de F et de delta. Voilà la question que je vous pose. Alors, peut-être certains d'entre vous, donc je vais prendre un point M quelconque, hein, par exemple lui là. Est-ce que certains d'entre vous peuvent me dire comment on calcule la distance entre le point M et la droite delta? Qu'est-ce que ça veut dire, distance entre M et delta? Pour les non, vous confondez. Là, alors pour ce dont vous parlez là, c'est vrai que tous les points à une même distance, à une distance donnée d'un point donné, bah, ça fait un cercle. Donc là, mon cercle, il va pas être très beau, mais tant pis, c'est pas grave, j'assume, voilà. D'accord? Donc tous les points, si je fixe ma distance R, tous les points qui sont à la distance R de O, eh bien ça fait le cercle de centre O de rayon R. C'est pas ça la question que je vous pose, c'est une question que vous connaissez peut-être un peu. Quels sont les points à équidistance de 2 points donnés A et B? Quels sont les points à équidistance? Je change un peu de sujet parce que c'est des problèmes que vous connaissez déjà. Alors il y a celui qui est au milieu, effectivement, il y a lui, hein, il est bien à équidistance de A et de B, comme ça. C'est le seul? Voilà, très bien Mathieu, hein. C'est les points qui sont sur la médiatrice. Voilà, hein, c'est la droite passant par le milieu et perpendiculaire à AB, hein, tout à fait, la médiatrice de AB. Et là, ça fait des points équidistants, c'est pas très difficile à voir sur la figure, hein. Voilà, par exemple, j'ai ces distances-là qui sont égales. C'est facile, c'est parce que ces 2 triangles ici, je vais les mettre en rouge. Les 2 triangles qui sont là, sont symétriques, hein, et donc, vous avez cette longueur-là qui est la même pour les 2, cette longueur-là qui est la même pour les 2 triangles, donc forcément, ces longueurs-là sont identiques. On peut démontrer que c'est les seuls points. Donc, équidistant de 2 points, c'est la médiatrice. Distance donnée d'un point, c'est un cercle, mais là, c'est la distance, ici, c'est la distance entre M et la droite, et entre M et F. Alors, est-ce que vous pouvez me dire quelque chose à ce propos-là? Vous avez rien à me dire? Je vous demande pas de deviner, hein, ce que c'est la réponse. Je vous ai posé une autre question. Je vous ai demandé comment on calcule la distance entre enfin, quel est le sens qu'on donnerait entre la distance entre un point et une droite? M'étonnerait. Ainsi, un système n'est pas adapté à la question. Et je vais vous expliquer dans un instant pourquoi, Axel. À votre avis, comment je vais calculer la distance entre ça a quel sens la distance entre tenez, vous êtes face à votre mur, moi je suis face à mon mur. Pour vous, c'est quoi la distance entre vous et le mur? Comment vous la mesurez? Quel sens ça a? Si, il y a un gamin qui rentre dans la salle, dans la pièce et qui vous comment vous allez lui expliquer quelle est la distance entre vous et le mur qui est en face de vous? C'est une bonne question quand même. On peut pas dire le contraire. Un écart, oui, comment vous allez faire? La question c'est comment vous allez le mesurer? Qu'est-ce que vous allez faire?
On prend un point du mur. D'accord, je prends un point du mur. Je prends un point du mur, Marine, hein. Voilà. Et puis je fais cette distance-là. Pourquoi la perpendiculaire? Ah bah voilà. OK, c'est ce que je voulais entendre, hein. Tout à fait. Nombre de pas qu'il peut faire avant de foncer. Alors c'est plutôt le nombre, comment dirais-je? Parce que si le gamin il est là et qu'il part dans cette direction-là, il va marcher longtemps avant de toucher le mur, hein. On est d'accord, hein? Voilà. Donc effectivement, l'idée de la distance entre un point et une droite, c'est de chercher la plus courte distance. Celle-là, c'est pas la bonne, celle-là, c'est la bonne. D'accord? Donc je vais vous noter tout ça, hein. Alors, la di soit M un point du plan, un point du plan. Ça marche dans l'espace aussi, hein, mais là je suis dans le plan. La distance entre M et delta, entre M et delta, et alors la vraie définition, c'est la plus petite distance entre M et un point quelconque de delta. Parce qu'on ne connaît pas la distance entre un point et une droite, par contre on connaît la distance entre 2 points, c'est pour ça que je l'utilise. D'accord? Alors je vais appeler H le projeteur orthogonal, j'espère que vous savez ce que c'est le projeteur orthogonal, hein. C'est l'intersection entre, heu c'est l'intersection entre delta et la perpendiculaire à delta passant par M, hein. Donc soit H le projeté orthogonal de M sur delta, et grand A un point quelconque de delta. Vous allez voir pourquoi je prends ça, parce que je suis en train de faire une petite démonstration. Voilà. Et bien regardez, vous avez un joli triangle rectangle ici. Il est là, hein, vous avez un joli triangle rectangle, et dans ce triangle rectangle, je vais montrer que cette distance-là est nécessairement plus grande que celle-ci. Ça va me prendre 3 secondes, regardez. J'ai MA au carré qui est égal à MH au carré plus HA au carré. Là, c'est le triangle rectangle, et oui, le théorème de Pythagore, ça sert à quelque chose. À AHM, voilà. Donc, donc quoi? Donc MA carré est supérieur ou égal à MH carré, c'est-à-dire MA supérieur ou égal à MH. Cette plus courte distance, c'est donc MH, hein. Cette distance, donc je ne vais pas l'écrire comme ça. Si, je vais l'écrire comme ça. Cette plus courte distance est donc MH. Alors ça ne répond pas à la question. Ça ne répond pas à la question, c'était juste un petit aparté, un bref aparté, parce que comme on vous demande l'ensemble des points équidistants de f et de delta, eh bien j'ai parlé de cette distance entre m et delta, d'accord? Alors maintenant on va répondre à la question. Parce qu'effectivement on n'y a pas répondu du tout, hein. Hop, pardon, je voulais juste effacer ce petit bout là, voilà. Bien, alors, revenons à ma question initiale. Alors en géométrie, retenez ça, si on ne vous donne pas de repère, c'est à vous d'en choisir un. De préférence pas pas le repère, canonique, hein, sinon on va être embêté. C'est à vous d'en choisir un, judicieusement et de préférence orthonormé. Donc j'ai une question pour vous. Quel repère je prends? Je vous écoute. Je suis ici. Quel repère orthonormé va-t-on prendre? Alors, Carmen me propose d'abord de prendre F comme origine du repère, ça me va. Alors H, non, je ne suis pas d'accord Carmen, parce que H dépend de M, et le point M ce point M là, il va varier. Il va faire quelque chose ce point M. Donc ce point H, il va varier en conséquence. Ce qui fait que, bah, je ne peux pas le prendre, OK?
Donc, F, je veux bien. Heu, O sur delta, oui, vous avez une idée? Quel point O on va prendre? Vous avez une idée précise? Ou s'il y a d'autres gens qui ont d'autres idées? Pas mal, pas mal, hein, très bien, ça me semble une bonne idée. Hop, un peu de couleur. Alors, on va prendre l'origine ici, on va prendre alors, je vais essayer de le faire bien, c'est pas terrible, voilà, c'est comme ça. On va prendre O comme ça, voilà. Puis comme on veut que notre repère soit orthonormé, on n'a pas le choix, on est aussi obligé de prendre ici, voilà. Donc c'est censé être une droite parallèle à delta, hein, c'est pas fantastique, hein. Et donc on est comme ça, par exemple. Alors, comme j'ai une petite idée derrière la tête du résultat qu'il faut que ça donne, je vais prendre ici, je vais prendre I, enfin le E1, pardon. C'est pas grave, je peux l'appeler I quand même. Donc, celui-là, hop, pardon, voilà, celui-là, je l'appelle I et ça, j'appelle J. Ça va? Vous y êtes? Je sais, c'est à l'envers. Pardon, j'ai pas fait exprès. Excusez-moi. Je me suis pris les pieds dans le tapis, j'ai tourné ma tablette et du coup, j'ai écrit à l'envers, je me suis pas rendu compte. Donc ça, c'est I et ça, c'est J. Voilà. OK? Alors je mets la définition du repère ici. Repère F, I, J avec I, vecteur directeur de delta et J, perpendiculaire. Et je prends bien sûr un repère, j'ai oublié de le dire, orthonormé. Voilà, ça vous va? Quelles sont les coordonnées de F dans ce repère? Quelle est l'équation de delta dans ce repère? On y va. F coordonnées 0, 0, bien sûr. F c'est 0, voilà, tout à fait, hein. F c'est l'origine du repère. Donc F c'est 0, très bien. Et delta, vous voyez quel est son si vous voyez pas, je vous refais une autre figure, où vous allez tout comprendre, parce que là, I, J sont quand même pas dans un ordre, ils sont pas quand même pas dans un sens ultra classique, hein. Est-ce que vous voyez l'équation de delta ou pas? Oui, bravo, bien joué. Y égale constante. Donc je peux l'appeler, si ça vous dérange pas, je vais l'appeler Y égale, j'ai mes idées derrière la tête, hein. Non, pas X égale 1, c'est Y d'abord, hein, parce que oui, voilà, c'est Y. Y égale 1, non, parce que je ne peux pas affirmer que, cette distance-là vaut 1, hein, d'accord? Cette longueur-là vaut 1, mais celle-là, je ne sais pas ce qu'elle vaut, elle vaut quelque chose, hein, je ne peux pas affirmer que c'est 1 parce que j'ai quand même, enfin, c'est quand même pas moi qui choisis mes distances, hein, voilà. Donc bon, je sais ce que je vais faire, je l'appelle P. Voilà. Je devrais l'appeler 2P, parce que je sais ce que ça donne à la fin, mais Y égale P, c'est bon. Très bien. Et M, eh bien M, je ne sais pas ce que c'est M. M, il va être de coordonnées X, Y. Voilà, c'est tout, hein. Dans ce repère-là, alors pardon, j'ai pas, faut pas que j'écrive comme ça. M, heu, si, si, je peux l'écrire comme ça, mais il faut bien comprendre que tout ça, c'est dans ce repère, hein. Et ça, je vais l'écrire, hop, en bleu. Qui est orthonormé, donc c'est pas grave. Tout est bon. Bien, et ben, on y va. Attention, je scrolle. Est-ce que vous pouvez me donner la distance MF? Voilà. Est-ce que vous pouvez me donner les coordonnées du point H? Est-ce que vous pouvez me donner la distance MH? Non, I et J, excusez-moi, je les ai réservés. I, c'est mon vecteur, I qui est ici et J, c'est mon vecteur qui est là, donc je ne vais pas écrire MIJ. Vous les appelez X, Y. Si vous voulez les appeler autrement, vous pouvez les appeler A et B, si vous voulez. D'accord? Est-ce qu'avec toute cette figure, vous pouvez me donner la valeur de la distance MF? Attention, c'est très facile.
distance MF alors, les gens? Non, 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 la distance, la valeur de la distance. Non, pas x plus y. Bien sûr que non, pas x plus y. De toute façon, vous savez, c'est facile, hein, c'est une distance, il y a un carré. S'il y a pas de carré, à mon avis, il y a un problème. Par bonheur, parfois, il y a pas de carré, mais en général, il y a un carré. Voilà, pas mal. Alors, il vous manque une racine carrée, Carmen, mais je vous en veux pas, parce que je m'en fiche un peu. La distance, la vraie distance, c'est ça, c'est racine carrée de x2 plus y2. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais m'étudier mf carré. Pourquoi pas? J'ai le droit, d'accord? Parce que si les distances sont égales, leurs carrés seront égales, donc c'est bon. OK? Est-ce que vous pouvez me donner les coordonnées du point H? C'est pas dur, hein, vraiment, c'est pas dur. Je vous laisse réfléchir, vous avez la figure sous les yeux et je refais la figure un petit peu différemment parce qu'il y en a qui vont peut-être pas suivre. Heu, pourquoi vous dites ça? Je comprends pas. Puis il y a pas de point haut là, de toute façon, donc FH carré, MH, c'est FH carré moins OF carré? Non, je vois pas pourquoi. Non, bah, c'est la même. J'ai juste tourné. Vous voyez pas les coordonnées de H? Vous êtes sûr? Pas mal, Juliette, effectivement, hein. Regardez mon point H ici, là, ce point H. Son ordonnée, c'est forcément P, parce qu'il est sur delta. Donc son ordonnée, c'est forcément P. Ici, je vais mettre P. D'accord? Et son abscisse, eh ben, comme cette droite-là, elle est perpendiculaire à delta, cette droite, elle est perpendiculaire à delta. Donc cette droite est parallèle à l'axe des ordonnées. Et donc ça veut dire que H et M ont la même abscisse. Et voilà. Et ça, pourquoi ça marche si bien? C'est tout simplement parce qu'on a pris le bon repère. Et donc quand je calcule la distance MH, qu'est-ce que ça va me donner? Eh bien, ça va me donner x moins x au carré, alors la distance MH carré, plus y moins p. Alors, enfin, pas y moins p moins y, mais c'est pareil, p moins y au carré. Voilà. C'est mignon quand même. Non, vous trouvez pas? Non, vous n'êtes pas d'accord? Ah, ce qui est bien, c'est qu'avec un chat, on ne perçoit pas l'ironie, donc je peux vivre un peu dans l'illusion. Regardez, Heu, et Axel, il faut que vous ayez compris cette figure-là, d'accord? Si vous avez compris cette figure, il y a tout est facile. Le point H là, que je cherche, qui est ici, il est sur la droite delta, donc son ordonnée, c'est P. Parce que la droite delta, tous les points de delta, ils ont Y égale P. Donc ça, lui, il est bon, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que je sais d'autre? Je vais dessiner, tant pis pour moi. Voilà, je sais que ça vaut X. J'espère que vous voyez que justement, précisément, H et M, comme là, ils ont la même abscisse, puisque la droite HM est parallèle à cet axe OY là.
Ça va un peu mieux ou pas? Et voilà. Et donc, bah, du coup, maintenant, je vais écrire que mf² égale mh². Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x2 plus y2 est égal à 0 plus je développe mon p moins y², hein. P² moins 2py plus, y2. Les y se simplifient et ça me fait quoi? Eh bien, ça me fait que petit y égale 1/2p facteur de p² moins x2. Voilà. J'ai terminé et ça, est-ce que vous reconnaissez ce que c'est comme forme? Comment on appelle, les figures géométriques qui ont cette équation-là, vous les connaissez? Vous connaissez, hein? Ah non, pas ça. Regardez bien Alix. Qu'est qu'est-ce que c'est les figures géométriques qui ont cette expression? Y égale moins 1 demi égale moins x2. Parabole, parabole, parabole. Bravo, bien joué. OK. Non, c'est une parabole. C'est une équation du second degré, en fait. C'est y égale une fonction du second degré. OK. Eh oui, je sais. En fait, c'est pas que vous êtes perdu, Alix, mais comme la plupart de vos camarades, c'est pas que vous êtes perdu, c'est que vous n'avez pas de connaissances dans ce domaine-là. Vous avez peu de connaissances, du coup, c'est très, très vieux pour vous, il faut aller trouver vraiment au bon endroit. Donc j'essaye d'utiliser un peu, ce que vous savez. En plus, il faut utiliser le bon repère. Après, dans ce bon repère, il faut faire le changement de repère. Ça, c'est pas facile, le changement de repère. Donc rien n'est très simple, hein. Mais voilà, mais écoutez, on vient quand même d'apprendre quelque chose. C'est que le lieu des points équidistants d'un point et d'une droite, c'est une parabole, voilà. Et P, ça s'appelle, pardon, F, parce que c'est le point en question. F s'appelle le foyer de la parabole et la droite delta s'appelle sa directrice. Donc là, c'est une parabole. C'est une parabole qui est tournée vers le bas. Je vais la tracer, grossièrement. C'est une parabole qui est tournée vers le bas parce que vous voyez son coefficient ici, il est négatif là, voilà. Et quand x égale 0, il passe par p/2, il passe ici au milieu. Donc si je trace ma parabole, elle va ressembler à ça. Alors c'est pas très beau, hein, ça va ressembler à ça. C'est très moche parce que ça doit être symétrique, enfin bon, c'est vraiment une horreur. Tant pis pour moi, je le fais pas. Bien, est-ce que je peux vous proposer un autre petit problème avant que qu'on passe à autre chose demain? Bon, il y a les exercices de la feuille maintenant qu'on peut commencer à faire, mais j'aime bien vous donner d'abord des problèmes de géométrie que vous connaissez. Hem, ah oui, il y a celui-là qui est pas mal. Non, mais un petit peu difficile quand même. Bon, heu, ça va aller, enfin j'ai des idées, mais je vais avancer quand même le cours plus tôt. Heu Je vais regarder la feuille d'exercice de géométrie. Ouais, bon, on verra ça plus tard. OK, allez, j'avance le cours. Alors, faisons le bilan un petit peu, de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Si nous faisons le bilan, nous avons vu les notions, ne notez pas, c'est juste pour moi, hein, d'alignement, OK. Nous avons vu les notions de distance, voilà. Donc l'alignement, c'était le déterminant. La distance, eh ben, c'était, la norme, hein, donc c'est-à-dire U scalaire U, en racine carrée comme ça, enfin, le carré scalaire, donc U scalaire U, donc produit scalaire, produit scalaire. Qu'est-ce qui nous manque pour compléter la géométrie maintenant qu'on a fait la ligne? Ah oui, puis on a fait l'orthogonalité aussi. L'orthogonalité, c'est pareil, c'est le produit scalaire. Avec le produit scalaire, c'est pas très difficile. Qu'est-ce qui nous manque? Eh bien, je voudrais maintenant parler de la notion d'angle. Alors la notion d'angle, c'est une notion, pareil, voilà, excusez-moi, c'est ça que je voulais faire. La notion d'angle, ben, c'est une notion qui est venue extrêmement à la mode puisque, lorsque vous avez là 2 vecteurs UV, la question c'est de calculer cet angle-là. Le problème, c'est que U, bah, vous connaissez ses coordonnées, par exemple 4, 1, puis là 7, 9, voilà, et donc il faut calculer delta à partir de ces coordonnées-là. Θ, pardon, à partir de ces coordonnées-là. Alors figurez-vous que c'est très difficile. On a des formules, on a des algorithmes, ils sont simples, mais alors c'est tellement, comment dirais-je?
Avec un ordinateur, il y a toujours des erreurs de calcul et le problème est tellement sensible aux erreurs de calcul que du coup, ça devient difficile de calculer des angles. Si l'angle vaut pi sur 4, il n'y a pas trop de soucis, mais s'il est proche de 0, eh bien, vous risquez de confondre 0 avec l'angle plat. Alors du coup, ça pose un gros problème. Ça fait quand même une grosse erreur de calcul. Alors je vais parler de ça maintenant progressivement. Je vais essayer de vous montrer comment on calcule l'angle entre deux vecteurs. Alors ça commence par une inégalité classique, ça s'appelle l'inégalité de Cauchy-Schwarz, que je vais démontrer. Elle n'est pas très longue à démontrer, hein. Donc U et V sont deux vecteurs, et l'inégalité de Cauchy-Schwarz vous dit que la valeur absolue de U scalaire V est plus petite que norme de U fois norme de V. Un grand classique, une formule qu'on utilise énormément. La démonstration n'est pas très difficile. Je vais la démontrer par équivalence. Donc je démarre de mon inégalité. Voilà. Voilà. Donc tous mes nombres ici sont positifs, hein, bien entendu. Là, c'est une valeur absolue, là, c'est des normes. Donc du coup, si l'un est plus petit que l'autre, ça veut dire que les carrés sont plus petits. Voilà, comme ceci. Parce que la fonction carré est croissante sur R plus étoile, hein, sur R plus, pardon. Voilà. Et donc maintenant, je peux calculer toutes ces quantités. Dans le plan ou dans l'espace, c'est pareil, mais je vais me placer dans le plan parce que ça va me faire moins d'écriture. Dans l'espace, vous rajoutez des z voilà. Inférieur ou égal à x carré plus y carré multiplié par x prime carré plus y prime carré, comme ceci. Voilà, je développe. Bon, ça devrait vous rappeler des souvenirs, parce qu'en fait, j'ai fait ça il n'y a pas très longtemps. Voilà. Inférieur ou égal à ensuite x carré, x prime carré, plus x carré, y prime carré, plus y carré, x prime carré, plus y carré, y prime carré. Voilà. Tout va bien. Alors, j'efface ce qui s'efface. Toc, toc. Je passe tout du même côté. Donc, ça va me faire 0 inférieur ou égal à x2 y prime carré plus y2 x prime carré moins 2x x prime y, comme ceci. Et ça, ah mais monsieur, vous l'avez déjà fait. Oui, mais j'avais envie de le refaire. Ouais, pas vraiment. J'avais pas vraiment envie de le refaire, mais je voulais faire une démonstration qui n'utilise pas le déterminant. Hop, voilà. Vous reconnaissez, ça va? Vous reconnaissez mon carré? Hein, c'est x y prime moins y x prime, le tout élevé au carré. Voilà, vrai. Donc si le résultat est vrai, bah, si la dernière inégalité est vraie, la première est également vraie. À quoi ça sert? Voyons maintenant à quoi ça sert. Ça sert à définir l'angle entre deux vecteurs. Mais hélas, l'angle sans signe. Je vous explique. Dans le plan, alors je me place strictement dans le plan, attention, pas dans l'espace. Parce que dans l'espace, c'est encore plus compliqué. Oui, bougez pas. Je vais essayer de mettre un peu les deux pour avancer, hein. Ouais, c'est bon. Dans le plan, je prends deux vecteurs, attention, je dis bien non nuls. Vous allez voir pourquoi doublement, pour deux raisons différentes. Le réel, qui est ici, le réel U scalaire V divisé par norme de U, norme de V, est compris entre -1 et 1. En effet, hein, d'après l'inégalité, c'est pas une démonstration, mais c'est une petite justification, hein, avec l'inégalité de Cauchy-Schwarz, inégalité de Cauchy-Schwarz que je viens de vous démontrer, j'ai la valeur absolue de U scalaire V qui est inférieure ou égale à norme de U, norme de V, comme ceci. D'accord? Et donc ça me fait que, alors on y va, valeur absolue de U scalaire V, je peux le diviser par norme de U, norme de V, et c'est donc plus petit que 1. Et là, je peux le faire car U non nul, V non nul. Et c'est ça
C'est exactement ce que je viens d'écrire ça. Ça veut dire que ce nombre-là, sans valeur absolue, il est entre -1 et 1. Ça va? Vous y êtes? Donc j'ai utilisé l'hypothèse, hein. Bon, jusqu'ici tout va bien. Puisqu'il est entre -1 et 1, donc U scalaire V sur norme de U, norme de V, appartient à -1, 1. Puisqu'il est entre -1 et 1, je peux dire que c'est le cosinus de quelqu'un. Il existe alpha entre 0 et pi, tel que quoi? Bah, tel que U, scalaire V sur norme de U, norme de V est égal à cos alpha. Alors examinons quelques cas. Si U scalaire V égale 0, cos alpha vaut 0, ça veut dire que alpha vaut pi sur 2. Tiens, tiens, c'est marrant, c'est intéressant. C'est bon, pourquoi pas, hein? Eh ben, si je regarde des figures, je me rends compte que je suis dans ce cas-là, ici. D'accord? Je suis dans ce cas-là. Et là, j'ai un angle, ben, j'ai un angle qui vaut pi sur 2. Hop, pardon. Si par exemple j'ai V qui est égal à moins U, ça peut arriver si V égale moins U, ok? Mais si V égale moins U, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir U scalaire V sur norme de U, norme de V, comme ça, qui va valoir moins U scalaire U sur norme de U au carré. Mais U scalaire U au numérateur, c'est norme de U, comme ça, au carré, sur norme de U au carré, ça fait moins 1. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je constate? Je constate que alpha vaut pi. Qu'est-ce que c'est sur une figure? Bah, c'est ça, hein. Là, j'ai U, et là, hop, j'essaye de le faire bien, j'ai moins U. Et cet angle-là, il vaut pi. Ah tiens, c'est marrant, c'est que la quantité que je viens de calculer, eh ben, quand je la fais sur un dessin, ça correspond à ma notion intuitive d'angle. Eh bien, en maths, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas partir de la notion intuitive, on va partir du calcul. Et on va dire que bah, cette quantité-là, on va l'appeler l'angle entre les deux vecteurs. Et c'est exactement le sens de cette phrase-là. Ce nombre-là, ce nombre-là qui est défini par cette relation-là, que je vais encadrer tout de suite en rouge, hein, hop, ce nombre alpha qui est défini par cette relation, je vais l'appeler, c'est lui que j'appelle l'angle entre U et V. Ok? L'angle non orienté entre U et V. Alors pourquoi l'angle non orienté entre U et V? Parce qu'il y a un petit souci, je vous l'ai mis dans le résumé. C'est que lorsque je fais une figure, je peux faire hop, voilà, hop, là j'ai U et là j'ai V, ok? Donc je vous fais pas le calcul détaillé, mais je pourrais ici vous poser des, bon bref, peu importe, je pourrais vous donner des valeurs par exemple. Là j'ai, alors excusez-moi, c'est le même U que je vais faire, je vais peut-être pas bien m'en sortir, à peu près la même longueur. Là j'ai U et là j'ai V, donc c'est le même U et puis le V, bah, je voulais faire, je sais pas si mon dessin est très joli, pas fantastique, hein. Pour V, je veux faire le symétrique, comme ceci à peu près, d'accord? Eh bien pour dans ces 2 figures-là, j'ai le produit scalaire sont identiques. Et donc les angles alpha ici sont identiques, puisque justement cosinus alpha, c'est U scalaire V sur norme de U, norme de V. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que ici, vous le savez bien, hein, ici l'angle est positif, là l'angle est négatif, et ça je ne peux pas le voir avec cette formule. Je peux vous le dire autrement, alpha et moins alpha ont le même cosinus, et cette formule-là ne me permet que de calculer cosinus de alpha. Or, il y a 2 angles opposés qui vont avoir le même cosinus, donc je ne peux pas connaître le signe. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'angle non orienté entre 2 vecteurs. Ça va, vous y êtes? Vous comprenez le principe? Le principe, hein, c'est simplement, je vous dis, voilà, si je vous donne 2 vecteurs, donc par exemple, je vous donne 5, 4 et V de coordonnées 1, 1, ok? Donc on va dire que le cosinus de l'angle entre U et V, eh bien, ça va être le produit scalaire, donc 5 plus 4 divisé par les normes, hein, donc ça fait racine de 25 plus 16 et puis la racine de 2.
Ça me fait du 9 sur 25 et 16, 41, donc racine de 82, voilà, bon, très bien. OK. Maintenant, je vais regarder sur un cercle trigonométrique, quels sont les angles qui ont ce cosinus-là, donc 9 sur que racine de 82, ça fait à peu près un neuvième, c'est pas très grand, donc c'est par ici, voilà. Et donc là, bah, je vais simplement dire que, l'angle, il est ici ou là. Je connais pas le signe. Signe de signe de l'angle. Est-ce que vous avez une idée pour trouver le signe de l'angle? Dites-moi, comment on va le trouver? Pas mal, pas mal quand même, à l'aide du sinus. Mais le sinus, je l'ai pas. J'ai pas, je l'aurai plus tard. C'est pour ça que je trouve que votre idée est bonne. On aura autre chose. Donc il faudrait connaître le sinus de UV, mais pour le moment, j'ai rien du tout. Est-ce que quelqu'un a une idée? Soit pour calculer le sinus de UV, soit pour trouver le signe de l'angle d'une autre façon. Le produit scalaire, on vient de l'utiliser, le produit scalaire, il est là, hein. Le produit scalaire, il veut 9, hein, ça m'aide pas pour la valeur de l'angle, hein. Le produit scalaire, le signe du produit scalaire, c'est le signe du cosinus. Ça m'aide pas trop. Eh ben, vous êtes bien embêté, je suis content. Je suis content que vous soyez bien embêté parce que c'est pas facile. Vous auriez vous, en tant qu'être humain, vous n'avez qu'une possibilité, c'est de prendre un papier crayon et voilà, de les tracer. Vous allez faire donc 1, 2, 3, 4, 5, heu, 1, 2, 3, 4. U, vous allez dire qu'il est là, d'accord? Puis on va faire V. V, on va dire qu'il est ici, voilà. C'est bizarre, je pensais que j'ai fait une erreur. Ah non, c'est proche de 1, pardon. Excusez-moi, j'ai oublié la racine carrée. Voilà, hein, vous allez faire comme ça et puis là, vous allez regarder sur le dessin, vous allez dire: «Bah, pour aller de U à V, j'ai l'impression» là, si je regarde mon dessin qui est un peu mal fait, j'ai l'impression que c'est plutôt positif. Donc en fait, on regarde sur un dessin. En maths, on regarde jamais sur un dessin, hein. Ou un ordinateur, vous allez pas lui dire un Python, vous allez pas dire: «Bah, tu fais le dessin puis tu regardes». Ça marche pas. Donc cette méthode n'est pas très bonne, n'est pas bonne du tout. Eh bien, ce sera pour demain, enfin pour, demain j'espère. On commence peut-être, des exercices demain, on verra. Eh bien justement, c'est le problème et on va voir ça, on verra ça demain. On verra ça dans la suite du cours. Voilà, il y a pas trop d'exercices à faire, pour le moment parce que, bon, c'est toujours pareil, il faut avoir un peu avancé le cours. Vous pouvez, si vous le souhaitez, un peu travailler tout ça, ch faire par exemple l'exercice 3, qui c'est des exercices sur le produit scalaire que je vous propose, hein, d'accord? Et l'exercice 3 et l'exercice 10. Voilà. Sont sont pas bon, si vous savez bien les prendre, ils sont pas très difficiles. Mais ça va vous entraîner, ça va vous apprendre à utiliser un peu les formules du produit scalaire, les définitions du produit scalaire. Voilà, comme d'habitude, je reste ici un petit peu si vous avez des questions et sinon, je vous remercie et à demain.